Le choix d'une fiancée. Chapitre 5. Le conseiller était resté plus stupéfait de la malédiction de Manassé que du sortilège de l'orfèvre. Cet anathème était en effet bien cruel, car enfin, il avait souhaité au conseiller le dallès dans sa maison. Je ne sais si le lecteur sait ce qu'entendent les Juifs par ce dallès. La femme d'un pauvre Juif, ainsi le raconte un talmudiste, trouva un jour, en montant au grenier de sa petite maison, un homme nu, hâve et maigre, qui la pria de lui accorder un asile et de lui donner de la boisson et de la nourriture. La femme descendit, remplie d'effroi, et dit en se lamentant à son mari: « Un homme nu et affamé est venu dans notre maison et demande un asile et de la nourriture. Mais comment pourrions-nous nourrir les étrangers, nous qui avons tant de peine à gagner de jour en jour notre misérable vie ? Je vais monter, dit l'homme, et j'aviserai à le chasser de notre maison. Pourquoi, dit-il à l'étranger, t'es-tu réfugié dans ma maison? Car je suis pauvre et je ne puis te nourrir. Lève-toi et va dans la maison du riche, où les victimes sont dès longtemps dépouillées et où les convives sont invités pour le festin. Comment peux-tu me chasser de ta demeure? Répondit l'homme. Tu vois que je suis nu et décharné. Comment pourrais-je aller dans la maison du riche? Cependant, fais-moi faire un vêtement qui m'habille bien, et alors je te quitterai. Il vaut mieux, pensa le Juif, que j'emploie le peu que j'ai à renvoyer bientôt cet homme, que de le garder et de lui laisser consommer ce que je gagne avec tant de peine. Il tua donc son dernier veau, dont il avait espéré se nourrir bien longtemps avec sa femme. Il en vendit la chair et acheta un bon vêtement pour l'étranger. Mais lorsqu'il monta avec le vêtement, l'homme, qui avait été d'abord maigre et décharné, était devenu gros et fort, de sorte que de partout, l'habit lui était trop court et trop étroit. Le pauvre Juif se désola beaucoup, mais l'étranger lui dit: « Renonce à la folie de vouloir me chasser de ta maison, car sache que je suis le dallès. » Le pauvre Juif se mit à se tordre les bras et à gémir, et il s'écria: « Dieu de mes pères, je suis châtié par la verge de la colère et misérable à jamais, car si tu es le dallès, tu ne t'éloigneras jamais, mais tu consumeras tout notre bien et tout notre avoir, et tu deviendras toujours plus grand et plus fort. Or le dallès est la misère, qui lorsqu'elle se loge quelque part, ne se retire jamais et gagne sans cesse davantage. » Si le conseiller s'effrayait de la fureur de Manassé, qui avait évoqué contre lui la misère, il n'était pas moins inquiet de la colère du vieux Léonard, dont l'aspect avait pour lui quelque chose de terrible. Ne pouvant se venger d'eux, toute sa colère se tourna contre Edmond, à qui il attribua tout ce qui était arrivé. Il lui écrivit donc une lettre fulminante, par laquelle il lui défendait à tout jamais l'accès de sa maison. Le soir, en le visitant, Léonard le trouva dans un affreux désespoir.
Que m'a valu votre protection? Que m'ont valu les efforts que vous avez faits pour me débarrasser de mon malencontreux rival? Lui cria Edmond. Vous n'avez réussi qu'à me faire perdre tout espoir et augmenter tous les obstacles qui se trouvaient devant moi. Je vais partir, le désespoir dans l'âme, et me réfugier à Rome. Tu ferais en ce cas ce que je désire de tout mon cœur, lui répondit Léonard. Souviens-toi que je te dis, la première fois que tu me parlas de ton amour pour Albertine, qu'un jeune artiste pouvait devenir amoureux, mais que, à mon sens, il ne devait pas songer au mariage. Pars donc joyeusement pour la patrie des arts, étudie les monuments avec enthousiasme, et peut-être alors la perfection pratique que tu as acquise en cette ville te mènera-t-elle à la gloire. Ah, s'écria Edmond, n'ai-je pas été bien insensé de vous confier mon amour? Je le vois maintenant, c'est vous dont j'attendais une efficace assistance, c'est vous qui vous plaisez à agir contre moi et à renverser toutes mes espérances. Moi qui me berçais de doux mots de bonheur, qui songeais à gagner l'Italie après mes fiançailles et à y passer 1 an pour revenir dans les bras de ma maîtresse plus digne du nom de son époux. Quoi, Edmond, s'écria l'orfèvre, était-ce là véritablement ton projet? Sans doute, répondit Edmond. L'amour n'a pas étouffé en moi le feu sacré des arts. Et peux-tu me donner ta parole que, si Albertine devient ta fiancée, tu partiras aussitôt pour l'Italie? C'est là mon dessein, et je jure de l'exécuter. Eh bien, Edmond, reprends courage. Je te promets, moi, que dans peu de jours, Albertine sera ta fiancée. Tu ne doutes pas, je pense, que je sois en état de remplir une promesse. Léonard s'éloigna rapidement et laissa le jeune homme livré aux plus douces illusions. Chapitre 6. Dans une partie retirée du jardin botanique, sous un grand arbre, se trouvait le secrétaire privé Tusman, étendu, pour parler comme Célia dans Comme il vous plaira, étendu comme un chêne tombé ou comme un chevalier blessé, et contant les peines de son cœur aux infidèles vents d'automne. « Ô Dieu juste, disait-il, pauvre secrétaire privé, comment as-tu mérité tant d'affronts? Thomasius ne dit-il pas que l'état de mariage n'empêche pas d'atteindre à la sagesse? Et cependant, depuis que tu songes à l'hymen, tu as presque perdu cette raison qui te rendait si agréable. Es-tu donc un politique pour qu'on te dédaigne, ou un savant, selon Cléobule, qui bat un peu sa femme, pour qu'on te méprise ainsi? Oh, pourquoi faut-il que tu sois en guerre ouverte avec des nécromanciens qui prennent ton visage pour une toile et confondent toutes les nuances de ton visage sous une affreuse couche verte? Je n'avais d'espoir qu'en mon ami Stricius, le chimiste, mais tout a été en vain. Plus je me lave avec l'eau qu'il m'a recommandée, plus ma face devient verte, bien qu'elle prenne tour à tour toutes les nuances de la verdure et que les 4 saisons semblent passer sur mon visage. Tusman avait raison de se plaindre de la sorte, car le pauvre secrétaire privé ne pouvait plus sortir qu'en enfonçant son chapeau sur ses yeux.
et quand le soir était venu, alors il se hasardait avec peine à parcourir rapidement les rues les plus solitaires. Il arrive souvent que nous ressentons plus vivement, dans le silence et les ténèbres de la nuit, le chagrin qui nous atteint. Ainsi, plus les nuages s'amoncelaient, plus les ombres s'étendaient sur la terre, plus le vent d'automne murmurait distinctement dans le feuillage, plus Tusman sentait et déplorait sa misère. L'horrible pensée de se jeter dans l'étang et de mettre fin à une existence flétrie se présenta si puissamment à sa pensée qu'elle lui sembla un avertissement du destin. « Oui » s'écria-t-il en se levant, « c'en est fait. Thomasius ne saurait me sauver. Mourons. Adieu, cruelle Albertine. Vous ne reverrez jamais le fiancé que vous avez méprisé. » Il courut à toutes jambes vers le bassin, qui était proche, et dont on apercevait dans l'obscurité la brillante surface. Mais il s'arrêta au bord. La pensée d'une mort prochaine avait sans doute affaibli son entendement, car il se mit à chanter d'une voix perçante la chanson populaire anglaise dont le refrain dit « Vertes sont les prairies, l'onde y coule à grand bruit », etc. Puis, il jeta dans l'eau la sagesse politique de Thomasius, ainsi que l'art de prolonger la vie de Hufeland. Et il se disposait à suivre ces deux traités lorsqu'il se sentit arrêté par un bras vigoureux. Une voix qui lui était bien connue, celle de l'orfèvre, lui cria « Tusman, que faites-vous là? Je vous en prie, ne faites pas de folie. » Le secrétaire privé employa toutes ses forces à se débarrasser des bras de l'orfèvre. « Monsieur le professeur, dit-il, je suis dans le désespoir, et dans un tel cas, toutes les considérations cessent. Ne le prenez pas en mauvaise part d'un pauvre secrétaire privé désespéré, qui suit d'ailleurs ce que commandent les convenances. Mais, je vous le dis sans détour, je voudrais que le diable vous emportât avec toutes vos sorcelleries. » L'orfèvre lâcha le secrétaire privé, qui tomba épuisé sur le gazon humide. Se croyant dans le bassin, il s'écria « Ô mort glacée, ô froide mort, adieu, adieu Albertine. Ton malheureux fiancé est maintenant au fond de l'eau, avec les grenouilles qui louent le Seigneur dans les beaux jours d'été. » L'orfèvre aida au pauvre secrétaire privé à se relever. Tusman, anéanti, balbutia. « Je suis en votre puissance, monsieur le professeur. Faites de mon pauvre cadavre tout ce qu'il vous plaira. Mais, de grâce, épargnez mon âme immortelle. » « Ne bavardez pas de la sorte, mais venez promptement, » dit l'orfèvre. À ces mots, il prit le secrétaire par le bras et l'emmena avec lui. Mais au milieu du chemin, il s'arrêta en disant « Mais Tusman, vous êtes tout mouillé et vous avez une abominable mine. Venez, que je vous essuie du moins le visage. » À ces mots, l'orfèvre tira de sa poche un mouchoir d'une blancheur éclatante et lui en frotta le visage. En apercevant les lanternes du café Weber, Tusman s'écria avec effroi. « Au nom du ciel, mon digne professeur, où me conduisez-vous? N'allons pas du côté de la foule, évitons le monde.
Je ne puis me laisser voir, ma présence causerait un scandale. Je ne sais pas pourquoi vous voulez éviter les hommes, Tusman. Il faut absolument que vous veniez boire un verre de punch. Sans cela, vous aurez la fièvre. Venez avec moi. Le secrétaire eut beau alléguer la couleur de son visage, l'orfèvre ne fit pas la moindre attention à ses paroles et l'entraîna avec force. En entrant dans la salle, Tusman se cacha le visage avec son mouchoir, car il se trouvait encore 2 personnes à une table. « Pourquoi donc vous cachez-vous le visage, Tusman ?» dit l'orfèvre. « Ah Dieu !» s'écria le secrétaire. « Ne savez-vous pas que cet impertinent jeune homme a barbouillé mon visage d'une affreuse couleur verte ?»« Folie !» dit l'orfèvre, en conduisant le secrétaire devant une glace où se réfléchissait l'éclat de 20 lumières. Tusman y jeta un coup d'œil et ne put s'empêcher de jeter un cri de surprise. Non seulement la teinte verte avait entièrement disparu, mais le visage de Tusman s'était animé du coloris le plus vif et il semblait plus jeune de plusieurs années. Dans l'excès de sa joie, Tusman fit un bond et s'écria d'une voix attendrie. « Que vois-je ? Est-ce bien à vous, digne professeur, que je dois cet excès de félicité ? Maintenant, mademoiselle Albertine, pour qui j'ai failli périr, ne refusera pas de me prendre pour époux. Oh, parlez, vous êtes mon bienfaiteur. » « Je ne nie pas, dit l'orfèvre, que c'est à moi que vous deviez la teinte actuelle de votre visage. Et vous pourrez en conclure que je ne suis pas aussi mal disposé pour vous que vous avez semblé le croire. Je ne désapprouve en vous que cette folle idée qui vous entraîne vers une jeune fille dont vous seriez le père. Toutefois, je ne m'oppose point à vos projets et je me bornerai à exiger que vous demeuriez loin d'elle jusqu'au prochain dimanche à l'heure de midi. Si vous tentez de voir Albertine auparavant, vous vous exposerez à toutes les atteintes de mon courroux. Adieu. » L'orfèvre disparut, et quelques instants après, il se trouva dans la chambre du conseiller, à qui il souhaita le bonsoir d'une voix assez rude. Le conseiller parut effrayé de cette visite inattendue. Il se remit toutefois un peu et demanda brusquement à Léonard ce qu'il voulait, à une heure aussi indue. « Vous êtes, dit l'orfèvre, vous êtes un homme infortuné et bien à plaindre, et j'accours au milieu de la nuit pour chercher avec vous à détourner le coup qui vous menace. »« Ciel !» s'écria le conseiller. « Venez-vous encore m'annoncer une faillite de Hambourg ou de Londres ? Venez-vous me dire que je suis un homme ruiné ? » ?»« Non, dit l'orfèvre, il est ici question de toute autre chose. Vous refusez-vous absolument à donner la main d'Albertine au jeune Edmond ? Comment, vous en doutez encore ? Je donnerai ma fille à un misérable barbouilleur ? Cependant, il vous a fort bien peint, vous et votre fille. Ce serait vraiment un joli marché, dit le conseiller. Je vendrai ma fille pour 2 portraits. Je lui ai renvoyé les 2 tableaux. Si vous lui refusez Albertine, Edmond se vengera cruellement. Je voudrais bien savoir, s'écria le conseiller, comment un blanc-bec s'y prendrait pour s'attaquer au conseiller de commission Melchior Vosswinkel.
Je vais vous le dire, répondit l'orfèvre. Edmond est sur le point de retoucher votre portrait d'une façon singulière. Votre visage riant et ouvert, il le couvrira de rides, et il n'oubliera pas les cheveux blancs que vous cachez avec peine. Au lieu de l'agréable nouvelle du gain de la loterie, il vous mettra en main la lettre que vous reçûtes hier de Londres et qui vous annonçait la faillite de la maison Campbell et compagnie. Sur l'adresse, on lira « Au conseiller aulique manqué, Melchior Voswinkel », car il n'ignore pas que vous avez vainement sollicité ce titre. De votre poche déchirée s'échapperont des ducats et des bons du trésor qui annonceront la perte que vous venez de faire. Et ce charmant tableau restera exposé chez le brocanteur de la rue des Changeurs, à 2 pas de la banque. « Le démon !» s'écria le conseiller. « Qu'il ne s'y risque pas, j'appellerai la justice à mon aide. » Mais 50 personnes auront vu le tableau. En un quart d'heure, la nouvelle s'en répandra dans la ville, sous 1000 versions. Tous les ridicules qu'on vous attribuait se ranimeront avec des couleurs plus vives. Quiconque vous rencontrera vous rira au visage. Et ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'on parlera en tout lieu de la perte que vous avez faite et votre crédit en souffrira. Le misérable, il faut qu'il me rende mon portrait. Demain, aujourd'hui même. Et s'il le faisait, ce dont je doute fort, en quoi cela vous servirait-il ? Il le transportera sur une planche de cuivre et il l'enverra dans le monde entier. « Arrêtez !» s'écria le conseiller. « Allez trouver cet homme. Offrez-lui 100 écus pour qu'il renonce à ce projet infâme. » L'orfèvre se mit à rire. « Vous oubliez, dit-il, qu'Edmond ne fait aucun cas de l'argent et que sa grande-tante lui a, dès longtemps, assuré sa fortune, qui s'élève à plus de 50 000 écus. »« Que dites-vous » reprit le conseiller. « Écoutez, Léonard, je crois qu'Albertine est vraiment amoureuse du jeune Edmond. Moi, je suis après tout un bon diable. Je ne sais pas résister aux larmes, aux prières. D'ailleurs, ce jeune homme me plaît. C'est un excellent peintre. Et vous savez que, pour ce qui concerne les arts, je suis un véritable fou. Il a de belles qualités, ce jeune Edmond. Eh bien, savez-vous, Léonard, par pure bonté d'âme, je lui donne ma fille à ce pauvre garçon. » dit l'orfèvre, « il faut que je vous conte quelque chose de plaisant. Je viens du jardin botanique. Tout près du grand bassin, j'ai trouvé votre vieil ami, votre ancien camarade d'école, qui, dans le désespoir que lui causaient les mépris d'Albertine, se disposait à se jeter dans l'eau. Je parvins avec peine à le détourner de son épouvantable projet, en lui représentant que vous, mon digne conseiller, vous tiendrez certainement votre parole et déciderez, par autorité paternelle, votre fille à lui donner sa main. Si vous accordez Albertine à Edmond, le secrétaire se jettera dans le bassin. Rien n'est plus certain. Pensez-y, ce suicide fera un bruit affreux. Chacun vous accusera d'avoir été le meurtrier de Tusman, et un profond mépris vous atteindra. Vous ne serez plus invité à aucune table, et, quand vous entrerez dans un café pour apprendre quelques nouvelles, tout le monde vous tournera le dos. Et il y a plus.
le secrétaire privé est fort estimé par ses supérieurs. Son renom, comme grand travailleur, a dépassé l'enceinte des bureaux. Si l'on vous accuse de l'avoir poussé à la mort par votre manque de foi, vous pouvez être assuré que, durant le reste de votre vie, vous ne trouverez jamais un secrétaire de légation, ni un conseiller de finances au logis. Vous serez dédaigné par les simples conseillers de commerce. Jusqu'aux expéditionnaires, tout le monde vous abordera, le chapeau sur la tête. On vous reprendra le titre de conseiller la commission. Vous recevrez coup sur coup. Votre crédit sera anéanti, votre fortune entamée de toutes parts, et les choses iront de mal en pire, jusqu'à ce qu'enfin, le besoin, l'abandon et la misère viennent vous atteindre, vous frapper et vous accabler. « Arrêtez !» s'écria le conseiller. « Vous me mettez à la torture. » Qui eût jamais pensé que le secrétaire ferait de telles folies à son âge? Mais vous avez raison. Quelque chose qui arrive, je dois lui tenir parole. Sans cela, je suis un homme ruiné. Oui, c'est bien résolu. Le conseiller aura la main d'Albertine. Vous oubliez, dit l'orfèvre, la demande du baron Benjamin. Vous oubliez l'anathème du vieux Manassé. Si vous méprisez les prétentions de son neveu, vous aurez en lui un ennemi terrible. Manassé vous traversera dans toutes vos spéculations. Il ne repoussera aucun moyen de nuire à votre crédit. Il profitera de chaque occasion pour vous causer dommage. Il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il ait anéanti votre fortune et votre honneur, jusqu'à ce que le Dhalès qu'il vous a souhaité pénètre véritablement dans votre maison. Bref, que vous donniez votre fille à l'un ou à l'autre des trois prétendants, vous tomberez toujours dans l'embarras. Et c'est pour cela que je vous nommais, en vous abordant, un homme infortuné et bien à plaindre. Le conseiller se mit à parcourir la chambre à grands pas et s'écria plusieurs fois « Je suis perdu. Infortuné conseiller, homme ruiné, pourquoi donc ai-je une fille? Que l'enfer les engloutisse tous, Edmond, le juif et mon camarade aussi. » « Allons, allons, dit l'orfèvre, il est encore un moyen de vous tirer d'embarras. »« Lequel ?» dit le conseiller en s'arrêtant tout à coup et en regardant fixement Léonard. « Je consens à tout. »« Avez-vous vu au théâtre Le Marchand de Venise ?» demanda l'orfèvre. « C'est une pièce où Monsieur Devrient joue un juif cruel, nommé Shylock, qui brûle d'envie d'avoir la chair d'un négociant, dit le conseiller. Sans doute, j'ai vu cette pièce, mais où voulez-vous en venir? Puisque vous connaissez le marchand de Venise, vous vous souviendrez qu'il s'y trouve une certaine demoiselle Portia, dont le père a mis en quelque sorte la main en loterie par une disposition testamentaire. On dispose 3 cassettes et chacun de ses amants doit en choisir une. Celui qui prend la cassette où se trouve le portrait de Portia doit obtenir sa main. Imitez de votre vivant le père mort de la belle Portia et dites aux 3 prétendants que le hasard décidera de leurs prétentions. Quelle folle proposition, dit le conseiller. Et pensez-vous, monsieur Léonard, que je ne serai pas moins exposé à la haine de ceux que le hasard n'aura pas favorisés? C'est ici que je vous arrête, répondit l'orfèvre. Voyez-vous,
Monsieur le conseiller, je vous promets solennellement d'arranger la chose, de manière à contenter tout le monde. Les deux prétendus qui ne choisiront pas la cassette du portrait trouveront dans la leur, comme les princes de Maroc et d'Aragon, quelque chose qui les dédommagera si amplement qu'ils ne songeront plus au mariage d'Albertine. « Est-il possible ?» s'écria le conseiller. « Non pas seulement possible, mais très certain, » répondit l'orfèvre. « Et je vous donne ma foi que les choses se passeront comme je vous le dis. » Le conseiller n'hésita plus, et il fut décidé entre eux que le projet de Léonard serait mis à exécution le dimanche suivant.